Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Nous poursuivons la solution détaillée du problème 4. Nous étions arrivés à la partie B. La première question, montrer que l'équation fx égale à x admet une unique solution alpha dans l'intervalle 1 plus l'infini et que alpha est compris entre 2 et 3. La méthode. Pour la première portion de la question, donc il faut utiliser bien sûr la bijection pour prouver que l'équation fx égale à x admet une unique solution. Bien sûr, la bijection de la fonction qu'on va poser hx, qui est hx égale fx moins x. Et la deuxième portion de la question, bien sûr, on vérifie que alpha est compris entre 2 et 3. Donc, il ne faut pas, certains élèves utilisent la deuxième portion pour, bien sûr, prouver la question. La première portion de la question, c'est tout à fait faux. Donc, pour la première portion de cette question, donc, on doit utiliser la bijection. Et là, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires sous sa deuxième forme, c'est-à-dire où il y a l'unicité de la solution. Donc, on va bien sûr répondre à cette question. Donc, premièrement, donc, grand B, premièrement, on a d'une part H est continu sur le segment 1 plus l'infini et H strictement décroissante d'après la question précédente. Donc, H est bijective. Et bijective, ou bien c'est une bijection de l'intervalle, je vais le nommer I, de l'intervalle I vers l'intervalle J est égal H de 1 plus l'infini. Qui est égal par définition, bien sûr, est égal limite de Hx lorsque x tend vers plus l'infini, H1. Or, la limite de Hx c'est moins l'infini et H1 c'est 1. Donc, notre fonction h définie de l'intervalle 1 plus l'infini à valeur dans l'intervalle moins l'infini 1, qui a x a pour image hx, est une bijection. Donc, grâce à la définition de la bijection, donc quel que soit y dans l'ensemble d'arrivée, il existe un unique. Chaque, bien sûr, élément de l'ensemble d'arrivée a un unique antécédent dans l'ensemble de départ. Donc, qu'on va nommer x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Tel que, donc, x antécédent, c'est-à-dire y est égal hx. Et puisque ceci est vrai pour tout y dans moins l'infini 1, donc en particulier pour y est égal à 0. Puisque cet intervalle il est constitué par les nombres positifs et négatifs. Donc, y appartient à 0, donc figure parmi ces éléments, donc appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Donc, lui aussi donc, aura un unique, bien sûr, antécédent dans l'intervalle 1 plus l'infini. Appelons, bien sûr, cet antécédent alpha. Donc, y appartient, donc ceci implique qu'il existe un unique. Il admet un unique antécédent qu'on va appeler par exemple alpha, pour respecter la notation du problème, bien sûr, alpha qui appartient à l'ensemble de départ, c'est-à-dire supérieur ou égal à 1, tel que H alpha est égal à 0. Or, H alpha est égal à 0, ceci est équivalent que F alpha est égal à alpha. Donc voilà la réponse, bien sûr, à la première portion de cette question, puisqu'il est constitué par deux portions. La première portion
et la deuxième. Donc maintenant pour la deuxième portion. Donc vérifions que là on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires qui nous donne bien sûr l'unicité puisqu'il y a deux formes du théorème des valeurs intermédiaires. Il y a la première forme qui nécessite seulement la continuité bien sûr sur un segment AB et la condition FB strictement inférieure à 0. Et il y a la deuxième forme qui donne bien sûr l'unicité de la solution qui nécessite trois conditions. F continue sur le segment AB, bien sûr, et F strictement monotone sur AB, et FA, FB strictement négatif. Donc vérifions que ce alpha qu'on vient de trouver, il est compris entre 2 et 3. Alors la méthode, il suffit de vérifier, mais on va expliquer pourquoi. Il suffit de vérifier que F2, H2 ou H3 strictement négatif. Donc on a dit, car si on démontre que H2, H3 est strictement inférieur à 0, donc on aura d'une part H continu sur le segment de 3, d'autre part H strictement décroissante sur, on va l'appeler I, sur l'intervalle. On a déjà appelé I, donc je vais appeler I' sur I', et on a H2, H3 strictement négatif. Donc d'après TVI, théorème des valeurs intermédiaires, sous sa deuxième forme, bien sûr, donc il existe une unique solution. Donc je vais la noter par exemple bêta 1, qui appartient strictement compris entre 2 et 3, tel que H bêta 1 est égal à 0. Or, d'après la question précédente, on a dit qu'il existe un unique point fixe, autrement dit, qu'on a appelé alpha. Donc, grâce à l'unicité de la solution, de l'équation Hx est égal à 0, donc nécessairement, donc alpha est égal à bêta 1. Et puisque bêta 1 est strictement compris entre 2 et 3, donc alpha sera strictement inférieur à 2 et 3. Donc, lorsqu'on trouve, bien sûr, une question semblable à cette question, donc il suffit de vérifier cette condition. Donc, elle est suffisante. Donc, ce qu'on va faire. Donc, j'ai expliqué en détail pourquoi, si on a cette condition, donc on a, bien sûr, on déduit notre résultat. Donc, la solution alpha est comprise entre 2 et 3. Donc, maintenant, on va vérifier cette condition. Donc, il suffit de calculer H2. H2 est égal à F2 moins 2. F2 est égal à 2 plus ln, d'après la définition de la fonction, donc c'est ln2 sur 2 plus 1 sur 3, strictement positif, puisque ln2 a une valeur approchée, donc environ 0,769, mais on majore cette approximation par 0,7, donc strictement positif. D'autre part, H3 égale F3 moins 3. Donc si on remplace dans l'expression de Fx, donc on trouve 2 moins 3, c'est-à-dire moins 1, plus ln3 sur 4. Si on rend au même dénominateur, donc nous aurons donc ln3 moins 4 sur 4. Et bien sûr, ln3 a une valeur approchée, ln3 environ 1,1. Donc c'est un nombre strictement négatif. Donc on déduit facilement que alpha
est bien dans l'intervalle de 3. Donc voilà, on a terminé cette question, donc on va passer à la question suivante, deuxième question. Deuxièmement, donc montrer que pour tout x, dans le segment de 3, le nombre dérivé f'x est compris entre 1/2 et 0. Bien sûr, on va utiliser une question, bien sûr, qu'on a déjà répondu. Donc, il suffit de constater que le segment de 3 est inclus dans l'intervalle 1 bêta. Pourquoi? Donc, il suffit de le montrer sur ce petit schéma. Donc, on a l'intervalle 1, bêta, il est compris entre 3,5 et 3,6. Donc, voilà, bêta. Et notre intervalle se trouve dedans, de 3. Donc, regardez bien que le segment de 3, il est dans l'intervalle 1 bêta. Or, quel que soit x appartient à 1 bêta, d'après une question précédente, on a déjà montré que le nombre dérivé est compris entre 1/2 et 0. Donc, ceci implique évidemment que pour tout x dans l'intervalle de 3, on a aussi f'x, il est compris entre 1/2 et 0. Cette question elle est très importante parce que c'est grâce à cette question qu'on va utiliser bien sûr le théorème célèbre, le théorème des accroissements finis, pour l'utiliser dans la partie concernant la suite récurrente. Donc, on va bien sûr attaquer maintenant la question 3, suite récurrente. Montrer que, donc, troisièmement, petit a, donc, montrons que tous les termes de la suite sont compris entre 2 et 3. Autrement dit, la suite est bornée, majorée par 3 et minorée par 2. Donc, bien sûr, cette question est classique. Donc, la méthode consiste à utiliser en même temps un raisonnement par récurrence et bien sûr la monotonie de la fonction f. C'est la meilleure, bien sûr, méthode puisque c'est la méthode la plus rapide et la plus efficace. Donc, hypothèse de récurrence, on va commencer par l'étape de vérification. Donc, je dois vérifier que cette proposition est vraie pour la première valeur. Donc, on a i0 égal à 2 qui est bien inférieur ou égal à 3 et supérieur ou égal à 2. Donc, la proposition est vraie. On suppose que la proposition est vraie pour n et on doit démontrer qu'elle reste, bien sûr, qu'elle restera vraie aussi pour n plus 1. Donc, supposons que un est compris entre 3 et 2. Or, la fonction f est croissante sur 2, 3. Donc, ceci implique que f2 est inférieur ou égal à fun est inférieur ou égal à f3. Pourquoi? Car f est croissante. Donc, cette flèche montante, c'est l'abréviation de la croissance. Donc, f est croissante sur, puisqu'elle est croissante sur 1 bêta, et 2, 3, elle est inclue dans 1 bêta, sur 2, 3. Pourquoi? Car pour la simple raison que ce segment de 3, il est inclus dans l'intervalle 1 bêta. Et bêta, bien sûr, il est compris entre 3,5 et 3,6. Donc, elle est croissante. Donc, f2, bien sûr, est égal à 2. Donc, est égal à 2, plus ln2, sur 3. Et ce nombre, bien sûr, il est supérieur ou égal à 2, puisque ce nombre ln2 sur 3, il est strictement positif. Or, fun, ce n'est rien d'autre que un plus 1, inférieur ou égal à f3, donc est égal à 3, plus ln3 sur 4, et qui est bien sûr inférieur ou égal. Or, f3 est égal à 2, plus ln3 sur 4, et vous vérifiez simplement en utilisant bien sûr le petit calcul grâce
la calculatrice que ce nombre il est inférieur ou égal à 3. Donc on déduit facilement que un plus 1, d'une part, est supérieur ou égal à 2, d'autre part, est inférieur ou égal à 3. Donc, la conclusion, donc, pour tout n dans n, tous les termes de la suite sont dans le segment 0, 2, 3. Autrement dit, la suite est bornée. Elle est majorée par 3 et minorée par 2. La plupart des élèves utilisent bien sûr une méthode qu'on appelle la méthode pourrie. Ils utilisent l'encadrement et l'encadrement il a beaucoup d'inconvénients et de défauts. Donc je vous conseille vivement d'utiliser cette méthode. Le raisonnement par récurrence, bien sûr, et la monotonie de f, dans le cas bien sûr où f est croissante. S'il est décroissant, donc cette méthode, bien sûr, ne marche pas. Donc, on va continuer. Donc, petit b, la question fondamentale qui va nous donner, bien sûr, la limite de prouver que cette suite est convergente et que sa limite, et de calculer sa limite. Donc, montrons que valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi valeur absolue de un moins alpha. Bien sûr, cette question est classique, donc on a déjà vu plusieurs fois dans le chapitre 18. Donc la méthode consiste bien sûr à utiliser le théorème des accroissements finis et bien sûr les propriétés limites et ordres qu'on appelle les critères de convergence d'une suite. Donc on commence par calculer un plus 1 moins alpha, quoi est égal. Un plus 1, je remplace par sa valeur, c'est fun. Or, alpha, c'est un point fixe. On a déjà vu qu'est-ce que ça veut dire point fixe. Autrement dit, il vérifie f alpha est égal à alpha. Donc, je remplace alpha par f alpha. Et là, on a besoin d'une conséquence, bien sûr, du grand théorème des accroissements finis, qui dit, bien sûr, donc je vais faire un rappel. Donc, voilà un rappel. Donc, rappel, je vais le nommer rappel 1, si f, les conditions bien sûr des accroissements finis, si f est continu, sur un segment AB, ça d'une part, et f dérivable sur le segment ouvert AB, tel que pour tout x dans l'intervalle ouvert AB, valeur absolue de f'x est inférieure ou égale à k, bien sûr k est la partie R+, alors on déduit que pour tout xy dans le segment AB, valeur absolue de fx moins fy est inférieur ou égal à k, valeur absolue de x moins y. Une telle fonction, bien sûr, s'appelle k lipschitzienne. Et k, c'est le rapport de Lipschitz. Donc, c'est une conséquence, bien sûr, immédiate du théorème des valeurs intermédiaires qu'on a vu dans le cours. C'est ce qu'on va appliquer dans cette question. Donc, on a, d'une part, tous les termes, quel que soit n, appartient à n. On a tous les termes sont dans le segment de 3. Donc on va bien sûr appliquer le segment. Donc le rôle joué par A c'est 2, le rôle joué par B c'est 3. D'autre part, alpha, il appartient aussi au segment de 3. Et on a pour tout x dans le segment de 3, question précédente, f'x, valeur absolue, qui n'est rien d'autre que f'x, puisque f'x est positif, est inférieur ou égal à 1 demi. Le 1 demi va jouer le rôle de, bien sûr, du rapport de Lipschitz K. Donc, grâce à cette conséquence du théorème des accroissements finis, on déduit que pour tout n appartient à n, donc on va l'appliquer à. Donc, on va prendre comme A, c'est UN et B, alpha. Donc, nous aurons FUN moins F alpha est inférieur ou égal à K,
qui est n demi, valeur absolue de un moins alpha. Et on remplace FUN, c'est UN plus 1, et F alpha, c'est alpha, et voilà, l'inégalité est démontrée. Donc, c'est une question classique, il faut mémoriser, bien sûr, ces astuces utilisées. Maintenant, on va en déduire que UN est convergent. Donc, on va déduire à partir de cette question que cette suite est convergente et on nous demande de calculer la limite. Là aussi, c'est une question classique puisqu'on va bien sûr exploiter l'inégalité précédente. Donc, petit b, d'après la question précédente, donc on a UN moins alpha, UN plus 1, moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi, UN moins alpha, ceci quel que soit n. Donc la méthode est simple, donc je vais bien sûr décrire cette méthode oralement. Donc on va appliquer bien sûr cette inégalité pour n est égal à 0, pour n est égal à 1 jusqu'au, bien sûr, la valeur n-1. Pourquoi n-1? On s'arrête n-1 pour avoir n-1 plus 1, n. Donc, pour n est égal à 0, si, bien sûr, on applique cette inégalité, donc nous aurons u1 moins alpha inférieur ou égal à 1 demi u0 moins alpha. Pour n est égal à 1, donc on fait 2 étapes ou bien 3 étapes, et puis on généralise. Donc, I2, donc pour n est égal à 1, nous trouvons I2 moins alpha inférieur ou égal à 1 demi U1 moins alpha. Donc, 3 points de suspension jusqu'au n-1. Pourquoi n-1? Je l'ai expliqué pour avoir donc n-1 plus 1, n. Donc, si on remplace bien sûr, donc nous trouvons un plus 1, c'est-à-dire un moins alpha inférieur ou égal à 1 demi. Bien sûr, un moins 1 moins alpha. Et après, l'opération qu'on va faire, c'est de multiplier ces inégalités, bien sûr, membre à membre. Je vais tout d'abord écrire ce que je viens de dire. Donc, on multiplie, il faut l'écrire, on multiplie les inégalités précédentes. Les inégalités précédentes, membre à membre. Membre à membre. Et après simplification, bien sûr, la simplification, donc, on la schématise de cette façon. Donc, en barre, il suffit de barrer. Donc, il nous reste à droite, bien sûr, ce terme, et à gauche, il nous reste le dernier terme. Et on obtient, après simplification, l'inégalité suivante. Donc, l'inégalité suivante. Donc, à gauche, il nous reste uniquement un moins alpha en valeur absolue, inférieur ou égal, et à droite, il nous reste un demi, le premier terme, bien sûr, U0 moins alpha. Et U0, je la remplace par sa valeur, c'est 2. Donc, c'est 2 moins alpha. Mais attention, 1 demi multiplié par 1 demi multiplié par 1 demi, combien de fois? Donc, pour savoir le nombre de fois, donc, on utilise bien sûr la méthode qu'on a déjà vue dans le chapitre des suites. Le dernier indice qui est n-1 moins le premier indice plus 1. Donc, n-1 moins 0 plus 1, c'est n. Et 1 demi multiplié par 1 demi. Donc, le nombre de fois, c'est-à-dire n fois, c'est 1 demi à la puissance n. Donc, voilà, on trouve cette inégalité très importante qui va nous permettre de prouver que cette suite est convergente et en même temps de déterminer sa limite. Donc, quel que soit n appartient à n, la conclusion finale, 0, puisque la valeur absolue est toujours positive, inférieur ou égal 1 demi à la puissance n de moins alpha. Posons cette suite Vn pour pouvoir utiliser bien sûr les critères de convergence. Or, la limite de 1 demi à la puissance n
est égal à 0, car cette suite géométrique a pour raison 1/2 strictement compris entre moins 1 et 1. Donc, on déduit que la limite de Vn est égale à 0. Et puisque limite de Vn est égale à 0, donc limite de Un est égale à alpha. C'est le premier critère parmi les 4 critères de convergence des suites. Donc, c'est une suite convergente et sa limite est égale à alpha. Donc, on a terminé bien sûr cette partie. Donc, maintenant, on va passer à, bien sûr, la suite dans grand C. Passons à grand C. Mais avant d'attaquer cette partie, donc, vous devez corriger. On a oublié n carré là, donc n plus k sur n carré. Donc, vous le rajoutez sur l'énoncé, bien sûr. Donc, n plus k divisé par n carré. Donc, ce type de série, il est oublié par la plupart des élèves, alors que cette suite définie par la sommation, ou bien par sigma, peut être dans, bien sûr, l'examen national. Donc, il faut faire très attention. Donc, il faut travailler ce type de suite. Donc, on va travailler cette suite, Vn. Vn, j'écris tout d'abord l'énoncé, donc est égal 2n plus k sur n carré, entre crochets, moins n plus k sur n carré, ln, n plus k sur n, je ferme le crochet de k allant de 0 jusqu'au n-1. Donc là, nous devons faire un rappel. Rappel 2. Rappel numéro 2. Soit f une fonction, soit f une fonction continue. Continue sur un segment AB. Sur un segment AB. Les deux suites, UN est égal sigma de k est égal à 0. Il faut faire très attention. K est égal à 0 jusqu'au n-1. Toujours, il faut s'assurer qu'on a n termes. Donc, n-1 moins 0 plus 1, donc c'est n. Donc, f de a plus k b moins a sur n. Et à l'extérieur, b moins a sur n. Bien sûr. Et la suite Vn est égale elle aussi b moins a sur n. La somme, cette fois-ci, de k est égale à 1 jusqu'à n. Il faut s'assurer qu'on a n. Donc n moins 1 plus 1, n. La n est pour cette suite n. F de a plus k b moins a sur n. Ces deux suites sont convergentes. Et ont une même limite. Et convergentes et ont une même limite, bien sûr commune. Donc L est égale à l'intégrale de AB. C'est pour cela, donc on a bien sûr supposé, c'est pour cela qu'on a supposé que f est continu pour que cette intégrale soit définie. Bien sûr, donc l'intégrale de AB fx dx. Donc ces deux suites, bien sûr, on les a vues dans le chapitre, dans la leçon des intégrales, calcul d'intégrale. Donc c'est ce qu'on va appliquer. Mais le problème dans ces suites, donc il faut mettre en évidence, bien sûr, la fonction et mettre en évidence A et B. Donc, il faut se baser sur l'observation. Donc, ce qu'on va faire, donc, est égal sigma. Donc, premièrement, je dois sortir le 1 sur n. Donc,
Vous regardez bien qu'on a 1 sur n comme facteur commun. Donc, on va commencer par cette étape, factorisée par 1 sur n. Donc, il nous reste 2n plus k sur n. Et là, moins n plus k sur n. ln, n plus k sur n. Or, 1 sur n ne dépend pas de k. C'est une constante par rapport à k. Donc, elle sort de sigma. Donc, c'est 1 sur n. Ce sont les techniques, bien sûr, de cette notation sigma. Lorsque vous avez une constante, bien sûr, qui ne dépend pas de k, ne contient pas de k, donc on la fait sortir de sigma. Donc, de k est égal à 0 jusqu'au n-1. 2n sur n, donc c'est 2, plus k sur n. Et là, la même chose, n sur n, c'est 1, plus k sur n. ln, la même chose ici, 1 plus k sur n. Je ferme le crochet. Est égal à 1 sur n. Regardez bien si on pose ici. Si on pose 1 plus k sur n est égal à grand X. Donc, nous aurons sigma. Donc, j'élimine ce crochet. Il est inutile. Donc, nous aurons la sommation k est égal à 0, n-1. C'est un sigma de 2020. Sigma de Corona. Donc, 2 plus k sur n, donc c'est 1 plus grand X, moins grand X, ln grand X. Et bien sûr, cette expression, ce n'est rien d'autre que g de grand X. Donc, est égal à 1 sur n, sigma de k est égal à 0, n moins 1, g de grand X, et je remplace grand X par sa valeur, c'est 1 plus k sur n. Alors, dans cette étape, bien sûr, je construis mon A et B facilement. Donc, il faut que A et B répondent à cette question. B moins A est égal à 1. Donc, on va prendre A est égal à 1, B est égal à 2, pour avoir donc 2 moins 1 est égal à 1. Donc, nous aurons B moins A, bien sûr, sur n. La sommation de k est égale à 0 jusqu'au n-1, g de 1 plus, donc c'est a, plus là aussi, k, b moins a sur n. Et puisque g est comme g est continu, comme G est continu sur le segment 1, 2, donc, d'après le rappel qu'on a fait, donc notre suite UN, ou bien Vn, est convergente, n supérieur au égal à 1, bien sûr, donc est convergente, et limite de Vn, bien sûr, est égale à l'intégrale de AB Gx dx qu'on a calculé dans la première partie. Donc, il suffit, bien sûr, de copier la valeur trouvée. Combien on a trouvé? On a 13 quarts moins 2 ln2. Donc, voilà la méthode. On a terminé, bien sûr, la partie C. On va attaquer, bien sûr, la partie la plus importante, le cœur de ce problème. La partie 4, la fonction intégrale. Donc, on va attaquer cette partie. Donc, quatrièmement, déterminer dψ. Donc, premièrement, dψ à quoi est égal? Soit x strictement positif. On a f est continu sur 0 plus infini. Donc, continu
donc continue sur le segment d'extrémité x plus 4, 2x plus 4. Et puisque la fonction continue, donc son intégrale est bien définie. Donc de x plus 4, 2x plus 4, de ft dt, il est bien défini. Autrement dit, il appartient à R. Donc ceci entraîne que psi x appartient à R. Donc résumons. Donc, pour tout x strictement positif, psi x appartient à R. Et n'oubliez pas qu'on a psi de 0 aussi est défini est égal à 0. Et comme psi 0 est égal à 0, appartient aussi à R, donc la conclusion finale, pour tout x supérieur ou égal à 0, psi x appartient à R. Autrement dit, donc d psi est égal à R+. Donc voilà la technique, comment déterminer le domaine de définition d'une fonction intégrale, ou bien définie par une intégrale. Passons maintenant à la deuxième question. Montrons que pour tout x strictement positif, la double inégalité, donc soit x strictement positif. Bien sûr, x strictement positif entraîne que x plus 4 est strictement supérieur à 4, qui à son tour strictement supérieur à bêta. La même chose, on a 2x plus 4 strictement supérieur à 4, donc supérieur à bêta. Pourquoi? Parce que bêta, on l'a vu, il est compris entre 3,5 et 3,6. Or, les deux nombres sont strictement supérieurs à 4, qui est strictement supérieur à 3,6. Et f est, bien sûr, décroissante, et f décroissante sur bêta plus l'infini, donc décroissante sur, bien sûr, le segment d'extrémité x plus 4 de x plus 4. Pourquoi? Car il est inclus, car le segment x plus 4 de x plus 4 est inclus dans l'intervalle bêta plus l'infini. Donc, on va utiliser la définition, bien sûr, d'une fonction décroissante. Donc, t appartient à ce segment d'extrémité x plus 4 de x plus 4. Ceci implique quoi? Qu'il est compris entre x plus 4 et 2x plus 4. Utilisons la définition de la décroissance, donc f décroissante. Donc ceci implique, bien sûr, donc on va inverser, donc f de 2x plus 4 est inférieur ou égal ft, inférieur ou égal fx plus 4. Et passons, bien sûr, par passage aux intégrales, grâce à la propriété intégrale et ordre. Donc nous passons à l'intégrale, mais par rapport à la variable d'origine t, non pas x. Donc l'intégrale de x plus 4 à 2x plus 4 de f 2x plus 4 dt inférieur ou égal x plus 4 2x plus 4 ft dt inférieur ou égal intégrale x plus 4 2x plus 4 fx plus 4 dt. Or, f de x plus 4, c'est une constante, donc par rapport à la variable t, donc grâce à la linéarité, donc elle sort de l'intégrale, donc f de x plus 4, il nous reste l'intégrale de x plus 4 de 2x plus 4 dt, et là nous trouvons psi x inférieur ou égal la même chose par linéarité, f de x plus 4 sort de l'intégrale, x plus 4, 2x plus 4 dt. Et on a déjà vu cette remarque,
ne faut pas perdre du temps chaque fois. On a déjà expliqué intégrale AB dt, c'est la différence des extrémités. La borne supérieure moins la borne inférieure, donc B moins A. On va l'appliquer ici. Donc, si vous l'appliquez, 2x plus 4 moins x plus 4, le 4 va se simplifier, 2x moins x, c'est x. Donc, nous trouvons xf 2x plus 4, bien sûr, inférieur ou égal psi x, inférieur ou égal, la même chose, xf x plus 4. Voilà, bien sûr, l'inégalité demandée. Donc, si vous remplacez, bien sûr, vous trouvez donc le résultat. Donc, nous aurons 2x, donc plus x, ln 2x plus 4 sur 2x plus 5, inférieur au égal psi x, inférieur à son tour à 2x plus x, ln x plus 4, x plus 5. Donc, troisièmement, petit a, montrer que psi est continu à droite. Donc, petit a. Donc, appelons cette fonction à gauche psi1 de x, et celle de droite psi de x. Donc, il suffit de calculer la limite de psi1, psi2 et utiliser la propriété limite et ordre. Limite psi1 x lorsque x tend vers 0 plus, à quoi est égal 0, et là nous trouvons ln4 sur 5 fois 0, c'est 0. La même chose, limite psi de x lorsque x tend vers 0 plus, 0 plus 0 fois ln4 sur 5, donc c'est égal à 0. Donc grâce aux propriétés de limite et ordre, nous déduisons facilement que limite de psi x lorsque x tend vers 0 plus est égal à 0, qui n'est rien d'autre que psi de 0, donc psi continu. Donc psi est continu. Et continu en 0 à droite. Donc voilà, la condition nécessaire pour la dérivabilité est satisfaite. Donc on va voir si cette fonction psi est aussi dérivable en 0 à droite. Donc petit b montre que psi est dérivable à droite. Donc petit b, donc la même chose. Donc la limite, si vous calculez bien sûr le taux de variation, c'est x moins 0, puisque psi 0 est égal à 0, donc c'est psi x sur x. Donc toujours notre référence, c'est l'inégalité qu'on a démontrée dans petit a. Donc, on va diviser tous les membres de cette double inégalité par x, puisque x est strictement positif. Donc, nous trouvons, donc si on divise par x, donc nous trouvons à gauche 2 plus ln 2x plus 4 sur 2x plus 5, et à droite, nous trouvons 2 plus ln x plus 4 sur x plus 5. On va appeler cette fonction, donc on a appelé psi1, psi2, psi1 prime x, et cette fonction psi2 prime x. Donc il suffit de calculer, utiliser aussi donc la propriété limite et ordre. À quoi est égale limite de psi prime 1 de x lorsque x tend vers 0 plus? La limite d'une constante, c'est elle-même, donc c'est 2. Et là, si vous tendez x vers 0, donc vous trouvez donc ln4, c'est-à-dire 2 ln2 sur 5. La même chose, donc, si vous tendez x vers 0, ln4, qui est ln de 2 au carré, le 2 va sortir, l'exposant, propriété de ln, et vous trouvez la même chose, donc la limite de psi de prime x, lorsque x tend vers 0 plus. Donc, les deux fonctions
qui encadre psi x, cx, donc tendent vers la même limite. Donc, on déduit que limite psi x, cx, lorsque x tend vers 0 plus, elle aussi est égale 2 plus 2 ln2 sur 5. Donc, la limite du taux de variation est finie, c'est un nombre réel. Donc, psi est dérivable. Psi est dérivable en 0 à droite. Et on a l'expression de son nombre dérivé à droite est égal 2 plus 2 ln2 sur 5. Donc voilà, bien sûr, pour cette deuxième partie. Donc soyez au rendez-vous pour la dernière partie la prochaine fois, Inch'Allah. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتصالح مع الله سبحانه وتعالى والحفاظ على الصلاة ليعيننا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وأكثروا جزاكم الله خيرا الدعاء ليرفع عنا الله سبحانه وتعالى هذا الداء وهذا البلاء. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.